Pourquoi organologie et polémologie? L'organologie, qui est j'appelle ça un paradigme méthodologique que j'essaye de promouvoir dans la philosophie, dans les sciences humaines et dans les sciences en général, dans le savoir en général. Ça vient du mot organon, et organon, vous le savez, ça signifie instrument. Tout instrument est toujours d'abord une arme. S'il est vrai, ça peut se discuter, tout instrument est toujours d'abord une arme, s'il est vrai que les organes des êtres vivants sont tous organisés en vue de la prédation et de la défense. L'organon, l'instrument, l'organe, par exemple le silex taillé, l'arc, le marteau, on dit depuis le XIXe siècle, prolonge le corps et ajoute des organes à un corps organique défaillant, à un corps qui manque d'organes, qui n'est pas sans organes, mais auquel il manque des organes. Le corps néoténique de l'être qu'on appelle l'être humain, qui n'est pas autosuffisant et qui, sans instruments techniques, n'est pas viable. De ce point de vue-là, l'organe, c'est ce qui rend viable un être qui ne l'est pas, mais viable, ça veut dire capable de lutter pour sa vie. Ça s'inscrit dans la lutte pour la vie. En tout cas, c'est comme ça qu'on raisonne encore très majoritairement, c'est-à-dire que pour pratiquement tous les scientifiques, anthropologues, biologistes, mais aussi philosophes, qui ne sont pas tout à fait des scientifiques, mais tous ceux qui discourent sur l'humain, son évolution, etc., pour tout cela, plus ou moins, l'homme appartient au règne animal, c'est-à-dire est soumis aux lois du darwinisme, et donc à une règle qui est la lutte pour la vie. Et c'est parce que l'organe artificiel est pris dans cette question de la lutte pour la vie qu'il est pharmacologique. C'est parce que l'organe que j'utilise par exemple en ce moment pour vous parler, c'est-à-dire pour faire la paix avec vous. Parce que la parole, je pense que c'est avant tout un organe de paix. Un dispositif, une disposition à la paix. Eh bien tout ça, ça peut toujours se retourner en un dispositif guerrier, en une arme. Regardez les discours de Hitler, par exemple. Voilà, on voit tout de suite comment la parole peut être tout à coup absolument guerrière. Mais en fait, tout artefact est un pharmacone. Et on pourrait dire, d'un point de vue post-darwinien ou néo-darwinien, c'est un pharmacone parce que l'homme est inscrit dans la lutte pour la vie. Sachant que la lutte pour la vie, chez l'homme, ça devient la guerre. En fait, non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que la guerre, c'est la lutte pour la vie. On ne peut pas dire ça parce que si on prend le mot lutte pour la vie au sens scientifique du terme, au sens darwinien, il n'y a pas de paix dans le règne animal. Chez les animaux, tels que Darwin les décrit, il n'existe pas d'état où on ferait la paix. On dirait, bon, on arrête de se battre, on trouve un accord, on signe un contrat social à la façon de Rousseau et on essaye de faire en sorte qu'on ne se détruit pas les uns les autres, ou, comme dirait Jésus, on finit par s'aimer les uns les autres. Non, ça n'existe pas dans le règne animal. Il n'y a donc pas de guerre dans le règne animal, car pour qu'il y ait de la guerre, il faut qu'il puisse y avoir de la paix. Et ce que je soutiens, moi, c'est que c'est à partir du concept de la paix que l'on peut penser la guerre, et non l'inverse. En tout cas, c'est une proposition que je vais vous faire là. Pour pouvoir penser, pour qu'il puisse y avoir de la guerre, il faut qu'il puisse y avoir de la paix. Autrement dit, la paix est la condition de possibilité de la guerre.
Ça veut donc dire que c'est à partir du concept de la paix que l'on peut penser la guerre, et non l'inverse. En disant cela, je ne suis pas du tout assuré de ce que je dis d'ailleurs, hein. C'est une proposition que je lance, que j'ai écrite ce matin après m'être levé, donc, et qui m'a d'ailleurs empêché de dormir une bonne partie de la nuit. En disant cela, je risque une hypothèse, hein. Je ne défends pas une thèse. Mais je risque une hypothèse dont j'attire votre attention sur le fait qu'elle s'oppose à peu près à tout le point de vue philosophique classique. Je pense qu'en philosophie, classiquement, on pense à partir, non pas de la guerre à proprement parler, mais d'un polémos originel. Et c'est à partir du polémos que l'on identifie à la guerre. Le polémos, c'est la guerre en grec. Hein. C'est à partir de là qu'on va penser la paix, la construction de la paix. Eh bien, moi, je fais une proposition, c'est d'essayer de faire l'inverse, parce que logiquement, ça ne tient pas debout. Si on dit la guerre, c'est ce qui apparaît dans la lutte pour la vie comme étant l'opposé de la paix, et que la paix, c'est ça qui est nouveau dans l'histoire du monde animal, ce qu'il faut penser en premier, c'est la paix, c'est pas la guerre. Derrière cette question, il y a tout le problème de la dialectique, qu'elle soit platonicienne, hegelienne, marxienne, etc. Puisque je parle de Hegel, la paix, chez Hegel, il y a un discours sur la paix chez Hegel, bien entendu. La paix, c'est ce que signe, en quelque sorte, pas ce que signe, mais c'est ce qui s'établit entre ceux qui ont lutté. À l'issue d'une lutte, donc, la paix apparaît dans cette lutte, fameuse lutte décrite sous le titre de ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Dans laquelle, à mon avis, Hegel oublie singulièrement de penser les instruments et les armes, d'ailleurs. Hein, parce que c'est ce que dira Marx, d'une certaine manière. Marx dira, mais pour penser la dialectique du maître et de l'esclave, il faut penser les machines, les organes, les instruments. À mon avis, il ne va pas du tout suffisamment loin dans cette pensée, mais c'est pour ça que j'ai publié Pharmacologie du Front National l'an passé, en soutenant que Marx ouvre la question organologique. En disant cela, d'ailleurs, je m'adresse, bien qu'il ne puisse pas entendre, puisqu'on n'a pas fait aujourd'hui de liaison directe, de streaming, contrairement à ce que nous faisions l'année dernière, je m'adresse à Terence Blake, qui était là en passé, qui m'a adressé un message sur pharmacon.fr, et je vais lui répondre cette année, dans l'Académie d'été. Donc je commence à lui répondre. Chez Hegel, à partir de, non pas la guerre, mais la lutte, se produit une dialectique, qui est la dialectique du maître et de l'esclave, où à un moment donné, un des lutteurs renonce à la lutte, c'est-à-dire ne veut pas mourir, craint la mort. Donc on voit apparaître un thème qui n'est ni la guerre, ni la paix, mais qui est la mort. On peut connaître la mort sans être en guerre et sans être en paix. La mort est quelque chose qui nous arrive à tous. Hegel donc dit, dans ce conflit, dans cette lutte, à un moment donné, l'un des protagonistes renonce à la mort et se soumet. Et à partir de là apparaît la paix. Donc Hegel pense la paix à partir de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe à partir de cette paix? Eh bien, il se passe que des savoirs vont se développer. Ce dont je me dis d'ailleurs qu'on n'a peut-être pas suffisamment réfléchi encore, peut-être même Hegel lui-même n'a pas vraiment suffisamment réfléchi au fait que si on suit cette génétique ou cette généalogie de la dialectique du maître et de l'esclave, le savoir naît du côté de l'esclave. Ce qui est contradictoire complètement avec toutes les analyses que l'on a toujours faites, depuis les Grecs en tout cas, et qui posaient que l'accès au logos, au nous, au noétique, à l'esprit, se faisait chez les nobles, c'est-à-dire chez les guerriers. Et Hegel, qui est en fait le philosophe de la bourgeoisie, qui découvre la montée de la bourgeoisie, ça fait déjà à son époque 5 siècles que la bourgeoisie monte, mais son siècle à lui, c'est le siècle du règne de la bourgeoisie. Hegel, tout à coup, voit le savoir non pas du côté des nobles, mais du côté des villes, des vilains, comme on les appelait autrefois, c'est-à-dire de ceux qui travaillent.
Il voit le savoir du côté du travail. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il parle de ce qu'il appelle le travail du concept. Hegel est un penseur du travail, mais un penseur du travail très particulier qui ne pense pas les instruments. C'est ce que lui reprochera Marx. Alors, j'essaye de reprendre un peu tout cela, toutes ces questions. J'essaye de repenser ce qu'on appelle parfois la lutte pour l'existence ou la lutte pour la reconnaissance. Et de comprendre comment on pourrait penser tout cela en partant de la paix, pour les raisons logiques que je vous disais tout à l'heure, logique à partir du moment où on admet en tout cas le point de vue darwinien, et où on admet que l'homme peut-être remet en cause la situation darwinienne, mais que c'est à partir de son origine animale, donc darwinienne, qu'on peut le penser. J'essaie de penser le fait que le noétique est polémique, le noétique, c'est-à-dire l'intellectif, le spirituel, est polémique, est intrinsèquement polémique, ça je vais y revenir beaucoup dans les prochaines journées, et vous verrez pourquoi, il y a des raisons très très précises pour lesquelles je vais cette année personnellement, et d'autres le feront aussi, insister sur la dimension absolument polémique de l'esprit. Mais essayer de penser cette polémique comme étant la mise au service des instruments et des organes, non pas la mise au service de ces organes au service de la guerre, mais au service de la paix. Le noétique, ce serait un polémos dans la paix. La paix comme polémos et le polémos comme la paix. Et la vie de l'esprit, ce serait toujours une sorte de pacification à partir d'un rapport à la mort, à ce que Hegel appelle le négatif, sacrificiel et ou souverain. Je vous lance comme ça un certain nombre de choses qui sont un peu vraiment incoatives, donc prenez-le comme tel. Si on lit un texte que je cite sans arrêt depuis bien longtemps maintenant, qui est Protagoras de Platon, le passage du fameux mythe de Prométhée et d'Épiméthée, la guerre, c'est ce qui apparaît comme une conséquence de la prothétisation du vivant. Le mythe dit, voilà, Prométhée et Épiméthée ont fait apparaître les hommes, et dans la mesure où les hommes n'ont pas de qualité définie, ils sont sans qualité, ils sont par défaut, ils n'arrivent pas à s'accorder entre eux sur leur destin. Et donc ils se font la guerre. Et c'est à partir de cela que survient Hermès pour les pacifier. Je suis en train de contredire ce que je vous disais tout à l'heure. Là, tout à coup, je dis, à partir des Grecs, on pense d'abord la guerre, ensuite la paix. Bon. Mais ça ne me dérange pas. Ce que j'essaye, c'est d'ouvrir un champ de questions. Mais si je passe tout à coup par ce mythe auquel je reviens toujours, c'est pour vous dire que Hermès, pour moi en tout cas, sera le dieu de cette académie-là, de l'académie 2013 d'Épineuil. L'année dernière, je vous avais dit, ce sera Sisyphe, notre dieu. Cette année, c'est Hermès. Hermès l'interprète et l'hermétique, le messager, qui a des ailes que j'essaye de voir comme des ailes de colombe. Hermès, c'est aussi, j'y reviendrai en citant Michel Serres, le dieu de l'industrie numérique, aujourd'hui. C'est comme ça que Michel Serres l'avait présenté dans un livre ancien de 1964 qui s'appelle Hermès, la communication, où il présentait le devenir des années 60 comme étant le développement des technologies de communication. Je suis très critique sur ce texte d'ailleurs, mais il faut lui rendre hommage parce qu'en même temps il est chargé de toutes sortes de choses intéressantes. Quoi qu'il en soit, Hermès aujourd'hui, en tant que le dieu de la communication, c'est aussi le dieu de l'industrie numérique, qui est à la fois guerrière, policière et, je dirais, méta-industrielle. Quand je dis méta-industrielle, je veux dire qu'aujourd'hui, toute la vie de l'industrie est conditionnée par la vie
de l'industrie numérique. Et donc, ce n'est pas une industrie parmi d'autres, c'est l'industrie, c'est l'équivalent de machine à vapeur au début du XIXe siècle. Et c'est aussi le dernier stade de la grammatisation, sur laquelle je reviendrai dimanche matin, qui conduit à ce qu'on appelle les drones. Les drones qui sont des machines, comme le dit Grégoire Chamaillou, qui ne sont pas des machines de guerre, mais qui sont des machines d'assassinat, qui sont mises en œuvre aujourd'hui systématiquement. Et si j'ai bien retenu, je sais que tu as lu le livre, Christian, donc si j'ai une bêtise, tu vas peut-être me corriger. Si j'ai bien retenu, Barack Obama, tous les mardis matins, rencontre l'état-major des États-Unis pour décider qui sera assassiné cette semaine. Et il fait une liste, si je me souviens bien, tous les mardis matins, de 15 personnes qui seront assassinées par les drones. Je dis cela parce que je vous reparlerai de tout cela un peu plus précisément. Nous sommes en ce moment dans une période de guerre ou de quelque chose qui n'est plus la guerre, mais qui est peut-être encore pire que la guerre. C'est ce que dit Chamaillou. Chamaillou dit dans la guerre, il y a des soldats, et je me bats contre un autre soldat au risque de mourir. Les drones, ce n'est plus la guerre. Ce sont, comme on les appelle en Israël, puisque c'est en Israël qu'a commencé cette politique, des assassinats ciblés, organisés à distance, en remote control. Je vous parlerai bientôt de remote control généralisé, et avec l'assistance d'automates, dont les drones eux-mêmes, ce sont des automates, qui permettent de tuer sans procès, sans déclaration de guerre, en dehors de toute règle, de tout droit. Et malheureusement, les drones sont en train de proliférer à une vitesse inouïe. Et ils sont en train de s'articuler avec des systèmes de big data qui font que, par exemple, quelqu'un que je ne citerai pas, mais qui est très connu, disait l'autre fois devant moi, aujourd'hui, avec les big data, qui sont des systèmes vous savez bien, d'action préventive, ce qui est en train de se préparer, c'est la décision par des automates d'assassinat ciblé. Je vous dis cela pas pour vous faire peur, mais pour que nous situions bien l'énormité des enjeux de ce dont nous allons parler dans cette Académie d'été. Sachant que par ailleurs, tout cela se joue dans un contexte de guerre économique. Et si j'avais eu le temps, mais je vais pas le prendre parce qu'il faut que je m'arrête assez vite. Si j'avais eu le temps, j'aurais essayé de développer un peu plus sur ce qu'on pourrait appeler la guerre économique. Alors, j'avais prévu d'inviter samedi, j'ai invité samedi, mais malheureusement il n'a pas pu venir, Maurizio Lazzarato, que certains d'entre vous connaissent ici, Maurizio Lazzarato, qui a écrit il y a 10 ans un livre qui s'appelle, je me souviens plus exactement. Il y a psychologie et capitalisme dans le titre. Pardon ? Non, c'est un livre beaucoup plus ancien. Bon, enfin bref, c'est un livre dans lequel il se réfère à Gabriel Tarde et où il parle de la coopération entre les cerveaux. Je passe tout à coup, apparemment, sur un sujet bien différent de tout ce dont je viens de vous parler. En fait, il n'est pas différent. Ce que nous avons essayé de penser dans le séminaire, entre autres choses, mais pour moi c'était la porte d'entrée dans le séminaire, c'est le problème de la sélection. Le problème de la sélection au sens où, d'un côté, ce que Darwin appelle la lutte pour la vie, ça s'appelle aussi la sélection naturelle. Il appelle ça la sélection naturelle. C'est-à-dire la lutte pour la vie, c'est ce qui permet de sélectionner naturellement les meilleurs, ceux qui sont les meilleurs reproducteurs de l'espèce. Et nous avons, en tout cas j'ai essayé moi, en invitant d'ailleurs les participants au séminaire à lire La descendance de l'homme, de Descent of Man, de Darwin, j'ai essayé de réfléchir à ce que serait une sortie de la sélection naturelle pour essayer de penser ce que serait une entrée dans la sélection artificielle. Cette sélection artificielle qui fait qu'on peut passer de la lutte pour la vie à la guerre ou à la paix. Et je voulais inviter Maurizio Lazzarato parce que Maurizio a donc posé cette question,
de la coopération entre les cerveaux en relisant les textes de Gabriel Tarde d'il y a plus d'un siècle, où Gabriel Tarde s'opposait d'ailleurs à Durkheim, à Mauss, à tous ces gens-là. Et il définissait finalement la question du capitalisme surtout comme une question de coopération entre les cerveaux. Et nous, l'année dernière, dans le séminaire, nous avons travaillé sur un texte de Marianne Wolf qui s'appelle Proust and the Squid. Et nous avons essayé de penser le cerveau, ce que nous appelons le cerveau noétique, et que nous définissons comme un cerveau organologique et non pas comme un cerveau organique. C'est-à-dire comme un cerveau qui n'est plus constitué de manière seulement biologique, mais aussi et surtout de manière technologique, ou moi je dis plutôt organologique. Et nous essayons de penser ce que l'organon fait au cerveau. Et nous le faisons en nous appuyant sur Marianne Wolf, parce que Marianne Wolf observe ça de manière très très précise dans un hôpital sur des enfants à travers les technologies de l'imagerie cérébrale. Et je me suis dit, ce serait très intéressant d'inviter Lazzarato à venir reparler de sa coopération entre les cerveaux de ce point de vue-là. Malheureusement, Maurizio n'a pas pu venir parce qu'il est italien et il devait cet été absolument retourner en Italie pour des raisons familiales. Donc nous ne le verrons pas. Mais si je vous en parle, c'est parce que, je vais conclure là-dessus, ce sur quoi nous avons beaucoup travaillé pendant le séminaire de cette année, c'est sur le sujet de la catégorisation. Organon, c'est le mot que j'ai employé pour commencer cette petite introduction, c'est le titre d'un livre d'Aristote, l'Organon. C'est un livre extrêmement important, dans lequel il y a le traité des catégories et le traité de l'interprétation. C'est le livre qui est à la base de l'organisation de l'ensemble du savoir occidental. C'est un petit livre, mais qui ouvre une série d'autres livres, les analytiques, qui est un livre extrêmement important, qui est le fondement de ce qu'on appelle parfois la logique, et dont Heidegger a montré que en fait, c'est l'ontothéologie qui est derrière cette logique. C'est le fondement du savoir occidental. Dans ce livre, la question essentielle, c'est la question de la catégorisation. Nous avons travaillé sur cette question de la catégorisation parce que la guerre, ou plus exactement le polémos, y compris dans cette vie de l'esprit pacifiée qu'est, par exemple, la vie de la raison, c'est la mise en œuvre de catégories qui sont des critères de sélection. Et aujourd'hui, les technologies, par exemple, des big data qui permettent de piloter des drones pour faire des assassinats ciblés automatisés, ce sont des technologies de mise en œuvre de catégories. Ce sont des technologies de catégorisation automatisée. Nous avons donc beaucoup travaillé sur le problème de la catégorisation. Je vais y revenir dans les deux interventions prochaines que je ferai. Et je termine en vous disant qu'une catégorie, c'est un critère de sélection. Ce critère de sélection, la thèse que je soutiens depuis pas mal d'années maintenant, c'est qu'il est toujours produit dans la vie noétique par un processus dont je reparlerai longuement dimanche matin, qui est ce que j'appelle la grammatisation. C'est un mot que j'emprunte à Sylvain Auroux en détournant profondément de son sens, qui est un processus qui a commencé il y a 30 000 ans. Et donc, je reviendrai sur ce sujet pour essayer de faire une organologie de la catégorisation dans un contexte qui est celui d'une guerre économique, ou d'un au-delà de la guerre, par exemple d'une vie policière, des assassinats ciblés, provoqués par le numérique, en très grande partie. Toutes ces possibilités sont ouvertes par le numérique, et dans un contexte où, donc, nous sommes depuis 2008 dans une crise planétaire d'une gravité sans précédent, qui a conduit à partir de 2010 à des mouvements sociaux, en Afrique du Nord, en Égypte, aux États-Unis, partout dans le monde ensuite. La France étant un des pays qui est le moins réagi à tout cela d'ailleurs. Et nous avons décidé, en fait c'était au cours d'un conseil d'administration d'Ars Industrialis, de nous adresser à tous ces mouvements sociaux, modestement, avec nos moyens minuscules, pour leur faire des propositions de réflexion sur tous ces enjeux, en posant un petit peu a priori qu'il manque à tous ces mouvements un cadre conceptuel et problématique, et que notre ambition
à Ars Industrialis et à Pharmakon, puisque Pharmakon c'est une émanation d'Ars Industrialis, c'est de contribuer à la construction d'un cadre de ce type. Nous le ferons cette année, ce sera le sujet principal de mon intervention de dimanche, en nous référant à un texte de Marcel Mauss qui est consacré à la question de la nation et de ce qu'il appelle l'internation.